What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Une conversation vraiment, vraiment spéciale aujourd'hui. On a un épisode de la relève Karmakin, mais avec un twist. Je t'explique. Les épisodes de la relève Karmakin, c'est quoi? C'est des épisodes dans lesquels j'invite des jeunes, des enfants, des adolescents à venir partager qui ils sont, leurs passions, leurs talents, leurs petites trucs de sagesse puis de wisdom. Et comme vous le savez, ou peut-être que vous le savez pas, ben c'est vraiment dans ma mission et mes valeurs de redonner à la cause des jeunes de façon globale à chaque année, de différentes façons aussi, et d'utiliser mon podcast comme cette plateforme-là où est-ce que je peux donner l'opportunité à ces jeunes-là de venir avoir une expérience d'interviewer sur un podcast. Hein? Moi, je pense qu'à leur âge, j'aurais aimé ça, me faire interviewer pour parler, par exemple, de, je sais pas moi, ma passion en patinage artistique, tu sais. Fait que je trouve ça cool de leur permettre de vivre cette expérience-là. Mais aussi, je trouve qu'on peut toujours être inspiré par les jeunes, hein, qui, avant d'être trop dans le brouhaha du quotidien, puis peut-être le programming de la société, puis tout ce qui vient avec devenir éventuellement adulte, ben ils ont cette espèce de sagesse-là, même à leur jeune âge, parfois. Ils ont cette naïveté-là qui devient vite inspirante, et ils ont aussi parfois cette projection sans filtre de qui ils sont puis de qu'est-ce qu'ils pensent. Fait que ça a toujours fait des conversations vraiment awesome. Fait que rapidement, si vous les avez jamais écoutées, il y a l'épisode 33 avec Lina, 10 ans, qui, elle nous expliquait comment elle voulait sauver la planète. On a eu l'épisode 39 avec Cassandre, une adolescente de 14 ans, qui, elle, nous expliquait, là, au niveau de ses habitudes de vie, comment elle arrivait à s'organiser avec son agenda, ses lunchs, son sport, etc. Ensuite, on a eu l'épisode 46 dans lequel j'avais invité Anaïs, qui, elle avait 12 ans, mais là, c'est ça se peut que les jeunes aussi vieillissent comme nous. Donc, leur âge, évidemment, là, ils ont peut-être 1 ou 2 ans de plus là, depuis la publication du podcast. Mais bref, Anaïs, 12-13 ans, qui a, par exemple, fait la voix au Mexique, qui a participé au Cirque du Soleil, que moi, j'ai coaché en tant que patineuse. Donc, tout ce qui est gestion du stress, là, quand elle a des spectacles de chant, puis tout ça. Ensuite, on avait l'épisode 55 avec Léonie, qui est une adolescente un petit peu plus âgée, je pense qu'elle avait 19 ans quand on a fait l'entrevue, mais elle nous expliquait comment elle a pu s'entraîner, entre autres pendant la pandémie. Elle avait demandé à son père de construire un gym dans leur garage. Elle nous parlait de ses objectifs, qu'est-ce qu'elle travaillait par rapport à sa nutrition, entre autres. Épisode 65, on a reçu Majoric, un adolescent qui avait 13 ans, qui, lui, était vraiment tout dans le média. Là. Il avait son propre podcast, son site Internet, sa série web avec des émissions sur son site Internet. Il allait interviewer des commerces aussi pendant la pandémie pour leur donner de la visibilité. Donc, très, très créatif. Et à l'épisode 101, on avait reçu Talia, donc une jeune boxeuse qui est rendue maintenant championne canadienne depuis l'épisode. Donc, ça faisait à peine 2 ans qu'elle faisait de la boxe. Elle est plongée dans cette discipline-là. Méga talent, méga détermination, méga work ethic. Donc, elle nous parle de tout ce que ce beau sport, lui, a appris jusqu'à maintenant. Fait que bref, ça, c'est le genre d'épisode qu'on fait dans la relève Karmakin habituellement. Par contre, aujourd'hui, je vous ai dit, il y a un petit twist que je pense que vous allez vraiment, vraiment apprécier. Aujourd'hui, je reçois Jonathan, qui n'a pas 12-13 ans. Jonathan, qui est quelqu'un que j'ai connu vraiment brièvement, j'ai envie de dire en 2018-2019, dans le temps que je faisais des consultations en nutrition pour un gros gym à Montréal qui s'appelait le Makina.
qui a fermé, je pense aussi en 2019, là, donc vraiment pas longtemps après que j'aille quitté. Mais bref, Jonathan venait s'entraîner là avec sa conjointe Amélie. On s'était jasé un petit peu. J'avais entendu parler du camp Lift, qui est ce qu'il a mis sur pied, puis c'est pourquoi on se jase aujourd'hui, entre autres. Puis, j'ai toujours admiré ce qu'il faisait, la personne vraiment qui était. Je suivais un petit peu les projets de Camp Lift sur les réseaux sociaux, mais synchronicité, coïncidence, appelons ça comme on veut. Il y a 2 semaines, Jonathan m'envoie un message sur LinkedIn pour me parler de leur projet de camp urbain, voir si je voulais partager avec mon réseau, si je voulais checker ça, voir, puis si j'avais des questions, des idées, ben que ça lui ferait plaisir de m'en parler. Et comme de fait, moi, après mes 8 mois de vie nomade, de voyage, je suis de retour au Québec depuis 2 mois, en mode croissance de business, développement des affaires, collaboration, partenariat. Et à chaque année, je m'assure de m'associer à une cause en lien avec les jeunes et de redonner, que ce soit redonner de l'argent, redonner du temps, etc. Et je me disais justement, hey, c'est vrai, en 2023, je ne sais pas trop encore, j'ai pas trop réfléchi à comment je veux redonner, comment je veux contribuer. Et là, ce beau message sur LinkedIn arrive, comme je disais, par hasard ou par synchronicité de l'univers. Fait que tout de suite, moi et Jonathan, on s'appelle, ça me parle énormément de son projet. Aujourd'hui, justement, dans la conversation Awesome, il va parler de son histoire à lui, un passé, il a passé par là, hein? Il y a souvent une raison pourquoi on fait ce qu'on fait plus tard dans la vie. Souvent, on peut relate et resonate avec les gens qu'on aide. Donc, il nous partage tout ça, son passé avec quand même assez de douleur, de moments pas mal dark, comment il s'en est sorti en thérapie, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a changé complètement de carrière pour finalement lancer Camp Lift et cet été mettre sur pied ce projet-là qui est le camp urbain. Le camp urbain, c'est, encore une fois, quelque chose qu'il va nous expliquer en détail, mais c'est à travers ça que Karmakin va contribuer de différentes façons, entre autres par un bootcamp qui va avoir lieu samedi, le 10 juin. Donc, si tu écoutes ceci à sa journée de release ou le lendemain, ça a lieu genre en fin de semaine. Le 10 juin, ça va être de 13h à 14h. C'est au gym CrossFit de la Cité, qui est à Saint-Lazare. Puis, on va faire un bootcamp. C'est vraiment pour tous les niveaux, là. Le but, c'est de bouger, s'activer, prendre soin de notre santé ensemble, en communauté, avoir du fun, se challenger un petit peu. Mais évidemment, le but aussi, c'est de redonner au camp urbain, donc de contribuer à leur campagne de sociofinancement parce que leur but, c'est de tout offrir, puis c'est ce qu'ils font depuis le lancement, hein, vraiment gratuitement aux jeunes. Donc, c'est la même chose pour le camp qu'ils mettent en place cet été. Donc, tous les profits de l'événement du Bootcamp Poton vont contribuer à leur campagne de sociofinancement. Fait que les billets sont 25 $ si jamais tu peux pas venir samedi après-midi ou que peut-être ça te tente pas vraiment de venir t'entraîner. Sauf que la cause, toi aussi, te tient à cœur, t'aimerais contribuer ou t'entends l'histoire de Jonathan aujourd'hui et t'es comme « Ah, wow, tu sais, I want to help », bien, tu peux acheter un billet puis juste me envoyer un courriel puis me dire hey, « J'ai acheté un billet parce que je veux contribuer, mais je serai pas là ». Ou tu peux aller aussi dans le lien que j'ai inclus dans la description du podcast pour faire un don directement là, à la campagne de sociofinancement sans nécessairement passer par Karmakin. Fait que ça te donne 2 possibilités de quand même redonner. Si tu peux, si tu veux, if it resonates with you, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, ben tu peux le faire. Fait qu'aujourd'hui, comme je disais, je reçois Jonathan pour qu'on parle de son histoire qui est vraiment inspirante. Il donne plein d'exemples, on fait plein de parenthèses. En plus, moi et Jonathan, on est comme « OK, on va jaser peut-être un genre 20-30 minutes. » Finalement, on a jasé pendant plus que 45 minutes parce que son histoire est tellement intéressante, tellement pertinente. Et encore une fois, ce qui a fondé avec le camp Lift et là, le projet de camp urbain, mais vous allez comprendre rapidement pourquoi j'étais comme « Oui, j'embarque et je veux aider. » Fait que sans plus tarder, je vous laisse à la conversation Awesome d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, si vous voulez contribuer peut-être d'une autre façon, que vous avez une proposition à faire en lien avec moi de façon globale, comment on peut contribuer à la cause des jeunes de façon super variée, ou Jonathan avec les projets qu'il y a en cours, bien, s'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Juste pour vous donner quelques exemples, tu sais, avec Espace sur Roi, on avait fait un bootcamp Poton il y a de ça quelques années. Espace sur Roi, c'est un organisme qui
entre autres, va dans les écoles pour faire des programmes de sensibilisation, de prévention, d'éducation sur différentes choses. À ce moment-là, c'était tout sur la cybersécurité, tu sais, tout ce que les jeunes ils font sur leur cellulaire, là, tu sais. Ensuite, l'année passée, je m'étais associée avec Million Dollar Smiles, qui est en Ontario principalement. Ils font toutes sortes de choses vraiment awesome pour les enfants très malades ou les enfants, par exemple, qui sont autistes ou qui ont d'autres problématiques de maladies mentales, problématiques de santé physique. Bref, et une chose qu'ils font, c'est qu'ils construisent des gros modules de jeux dans la cour des familles pour qui c'est plus difficile de se rendre au parc public où ça serait pas sécuritaire pour la santé de leur enfant. Donc, Karmakin avait sponsor le premier playground au Québec l'année passée. Sinon, il y a OUR, qui est une compagnie, fondation, là, des fois, je ne sais pas trop quel mot utiliser, Operation Underground Railroad, qui sont aux États-Unis, mais qui vont partout dans le monde pour sauver les enfants du sex trafficking, human trafficking, donc vraiment des choses atroces qu'on ne souhaite à personne, mais qui se passent malheureusement encore vraiment beaucoup. Fait que, bref, ça, c'est tous des exemples de comment Karmakin contribue à la cause des jeunes, et cette année, avec le Camp Lift, et je l'espère, pour plusieurs années aussi. Fait que si ça t'inspire, si toi, tu as une petite idée, quelque chose, encore une fois, évidemment, n'hésite pas à me contacter. All right, j'ai assez parlé. Je vous laisse avec la conversation super inspirante que j'ai eue avec Jonathan. J'espère vous voir en grand nombre ce samedi pour le Bootcamp au thon. Toutes les informations sont dans la description du podcast. Et sur ce, bonne écoute! Salut Jonathan, bienvenue dans cette conversation awesome, très spéciale aujourd'hui. Je suis vraiment contente de t'avoir avec moi. Comment ça va? Ça va très bien, merci de me recevoir. C'est awesome d'être ici. Yes, ça c'est le mot qui me représente et représente le podcast et mon brand. Donc, ça fait toujours sourire quand les invités y embarquent dans le mot aussi. Ouais. Écoute, je sais pas si toi tu crois aux synchronicités de l'univers là, puis aux petits messages que c'est ça la vie nous envoie. Mais t'es arrivé dans mon inbox sur LinkedIn tellement avec un timing parfait. Parce que c'est ça, j'ai passé l'automne en Europe, l'hiver en Amérique latine, je suis revenue au Québec, un peu plus groundée. Et là, j'ai eu une pensée de comme, hey, c'est vrai, j'ai pas encore réfléchi à comment je voulais redonner à la cause des enfants, des jeunes cette année, qui est quelque chose que je fais, comme tu sais, là, à chaque année, de différentes façons. Et là, 2-3 jours plus tard, j'ouvre mon LinkedIn, j'ai un message de toi. On s'est connus brièvement, là, il y a de ça 4-5 ans, là, dans le temps du Makina, fait que ça fait super longtemps. Mais je continuais de suivre surtout la page du Camp Lift qu'on va jaser aujourd'hui. Fait que c'était comme, wow, il y a pas de hasard dans la vie. Ça tombe exactement au merveilleux timing. Fait que je suis super contente que rapidement, on ait pu se mettre en marche pour une collaboration puis pour redonner, puis c'est ça, contribuer à ce que tu fais toi aussi là, depuis très longtemps. Ouais, merci Claudia. Rapidement mobilisé, c'est vraiment ça qui est arrivé là. Ça fait quoi? On a connecté il y a 2 semaines, puis paf, tout de suite, t'as été ultra proactive là, de mettre des choses en place. C'est une belle démonstration de leadership puis de drive là, tu sais, d'être capable de mettre des choses en place puis de les exécuter rapidement, tu sais, parce qu'on rencontre beaucoup de monde qui ont des très belles idées mais ont de la misère des fois à les mettre en exécution. Fait que merci, moi ça m'impressionne beaucoup ça. Puis tu sais, pour une belle cause comme ça, pour la santé mentale, la jeunesse, c'est toujours bien apprécié de sentir qu'on n'est pas tout seul dans ce travail-là parce que ça peut devenir pesant après plusieurs années de travail là. Fait que merci de l'invitation. Puis moi la synchronicité, oui, tu sais, une petite parenthèse de synchronicité. Il y a 10 ans, j'ai écrit dans un journal intime exactement à quoi ma vie, à quoi elle aurait l'air. Puis c'était des affaires tout simples comme, tout simple, quand même des grosses choses. Je voulais être mon propre patron, je voulais partir d'une entreprise qui avait un impact social, je voulais avoir fondé une famille, d'avoir 2 enfants. J'avais aussi noté dans mon journal à ce moment-là que ça serait 2 garçons. J'aurais une amoureuse avec qui je partagerais ma vie. Puis bon, tout ça est arrivé. Ça est arrivé. Tout ce que j'ai écrit dans mon journal intime, quasiment. Il y avait quand même liberté financière et tout ça, là. Fait que ça, je suis pas encore arrivé, mais ça va venir. Une grosse partie de ce que j'avais écrit est en train de se manifester aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est loi de l'attraction, synchronicité, des choses qui me font un peu c'est un peu inconfortable pour moi d'utiliser ces mots-là, mais je suis obligé de reconnaître que
il y a définitivement des choses que je peux pas expliquer qui sont arrivées dans ma vie, tu sais. Mm-hmm. Non, t'as un super beau parcours. Puis avant de parler de l'IF, du camp urbain, j'aimerais ça qu'on jase un petit peu de ton histoire. T'as un passé d'addiction. T'as justement, probablement, avant d'écrire tout ça dans ton journal intime, t'as sûrement eu d'autres réflexions. Puis t'assois avec toi-même de, OK, ma vie en ce moment, c'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas l'optimal. J'ai peut-être des comportements qui sont destructifs, tu sais, qui me rendront pas nécessairement à cette vie-là que je veux. Je veux certainement pas parler pour toi, mais c'est ce que je m'imagine. Et justement, de voir, tu sais, tout le bonheur maintenant, puis l'épanouissement, puis encore avoir des moments qui sont challengeants. On en parlait avant de peser sur l'enregistrement, avoir 2 enfants, tu sais, c'est pas toujours facile. Puis justement, de redonner à cette cause-là, tu sais, j'aimerais ça qu'on recule plus en arrière, puis que tu nous partages, si tu veux, un peu ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire ces choses-là dans ton journal intime, puis redonner autant à la cause de la santé mentale puis la cause des jeunes? Oui, merci. Merci d'amener dans cette direction-là parce que c'est pour faire le travail qu'on fait, mon équipe et moi aujourd'hui, et plusieurs autres organismes communautaires là, qui font du travail très similaire. Tu sais, d'être au service de ton prochain, c'est souvent ce qui ignite ça, c'est une souffrance du passé. Tu sais, une genre de motivation de prévenir ces situations-là chez les futures générations. Dans mon équipe, il y a plusieurs, en fait, tout le monde c'est comme un des prérequis dans nos entrevues, on pose cette question-là, comme de s'ouvrir sur des chapitres de notre adolescence ou notre vie de jeune adulte où est-ce qu'on a eu des difficultés, puis comment on s'en est sorti, puis notre capacité aussi de retourner dans ces zones-là, puis d'en parler ouvertement parce que c'est vraiment important comme outil pour connecter avec les jeunes. C'est comme un peu notre spécialité pour créer des alliances avec les jeunes. On appelle ça des alliances thérapeutiques. Juste de bien connecter profondément avec quelqu'un, faut être vulnérable. Puis souvent, avec les jeunes, mais les professionnels puis les experts ne se permettent pas de le faire. Pour plusieurs raisons et des bonnes raisons aussi, mais nous, on est un petit peu comme, on se positionne comme des mentors. On est des intervenants jeunesse, tu sais. On a d'expérience, la majorité d'entre nous, on a des backgrounds cliniques aussi, tu sais, du counseling et tout, mais on se positionne comme mentor. On walk the path avec toi, tu comprends? Qu'est-ce qui m'a amené là? C'est la souffrance. C'est des années de tourner en rond puis de créer beaucoup de défis pour moi-même et les gens qui m'aiment autour. C'était un peu imprévisible comme trajectoire, tu sais. Je viens quand même d'un milieu où est-ce que j'avais amplement de ressources, j'avais de l'amour, j'avais accès à des activités, des loisirs, des sports. J'ai eu le privilège de recevoir un beau bagage génétique de ma famille où est-ce que je suis né avec des capacités athlétiques et tout, puis c'était une facilité pour moi d'être bon dans les sports en général. J'ai aussi été exposé à plusieurs cultures à travers des voyages et tout. Fait que j'avais pas le setup nécessairement pour devenir un bum qui habite dans un appart, pas d'électricité, des trous dans les murs, des court cases, addict à la cocaïne, à l'alcool, endetté par-dessus la tête. C'est comme, j'avais pas ce profil-là initialement. Fait que je suis un bon exemple de la dépendance peut arriver à tout le monde, en fait, tu sais. Parce que le stéréotype qu'on a tous de quelqu'un qui est en situation d'itinérance, qui vit vraiment des grosses difficultés, qui se parle à lui-même, des traits schizophréniques et tout, c'est pas la majorité. La majorité, je dirais même la majorité, c'est des gens qui sont semi-fonctionnels dans la société, des gens qui ont des jobs, qui ont des familles, mais c'est chaotique puis c'est destructeur quand même, tu sais. On dit c'est 10% de la population, quoi qu'une personne sur 10 aurait une dépendance, tu sais, c'est quand même beaucoup là. Ouais, c'est beaucoup. Bref, pour revenir à mon histoire, c'est cette souffrance-là qui m'a amené à faire le travail que je fais aujourd'hui, parce qu'avant ça, je travaillais en restauration et l'hôtellerie, et sûrement tout ce travail-là pendant 10 ans m'a permis d'avoir des bonnes capacités de communication, puis de service à la clientèle, puis de vente aussi, parce que quand même, dans la motivation au changement, de partir d'une situation problématique à travailler sur soi puis s'améliorer, on a besoin d'outils de communication pour motiver les gens à adhérer à des nouvelles perspectives, si on veut, tu sais. Pour ne pas dire leur vendre des idées, tu sais. Tu leur vends pas des idées, mais il faut que tu sois capable de peser sur des boutons de récompense puis de delayed gratification, tu sais, de travailler pour quelque chose dans le futur puis de pas courir en rond pour juste du plaisir instantané, là, ouais. Exact. Qu'on fait tous, mais dans la situation de drogue et alcool, ça devient vraiment autodestructeur rapidement, là, tu sais. Fait que
Fait que c'est ça qui m'a amené dans cette direction-là. Puis, qu'est-ce qui m'a amené dans cette direction-là? C'est oui, la souffrance, mais aussi le background d'avoir autant d'amour puis de privilèges autour de moi. Fait que j'avais quand même, mon journal intime, je l'ai écrit quand j'étais en thérapie pendant 3 mois, il y a 10 ans. C'est vraiment là où est-ce que j'ai fait le constat que je ne savais pas comment vivre. À 26 ans, ma vie était complètement bordélique. Je me sentais comme de la grosse merde. Ma santé mentale était ultra fragilisée. Anxiété, dépression, des idées noires, grosse crise existentielle, là, tu sais. Puis crise existentielle, mais mélangée avec je peux pas arrêter de consommer. Je veux arrêter, mais je peux pas. Je sais que c'est mauvais, ça détruit mes relations, ça détruit mon corps, ça détruit ma vie entière, ça détruit la vie des gens qui m'aiment puis qui veulent m'aider puis que j'accepte pas leur aide parce que je suis trop désorganisé dans ma tête. Puis je suis pas capable d'arrêter. Je suis pas capable d'arrêter. Tu sais, ça s'en vient pesant, ça s'en vient pesant. Fait quand je suis allé en thérapie, c'est là j'ai vraiment eu la chance premièrement la chance que les astres s'alignent, parle de synchronicité, mais il y a quelque chose qui s'est passé où est-ce que j'ai finalement accepté l'aide. Un mélange de souffrance aiguë, puis d'intervention, mais une nouvelle approche de ma mère qui m'a, au lieu de me tomber sur la tête puis me taper dessus puis me dire que je suis un pourri, que je suis un bon à rien, que je lui fais honte, qu'elle m'avait pas levé de même, puis ça, m'a finalement est intervenu de manière comme ultra loving and kind, tu sais. De mon fils, je t'aime, on va aller chercher de l'aide. Puis ça m'a tellement désarmé que j'ai fondu en larmes puis je suis parti là où est-ce qu'elle allait m'amener, là, tu sais. Puis on savait rien. À ce temps-là, je me suis retrouvé dans un centre de crise pour itinérants. Okay. qui était le début de mon cheminement à ce moment-là. Fait que mais c'est ça, pour revenir à ça, mélange de souffrance puis mélange aussi je suis chanceux d'avoir eu tout ça dans mon upbringing parce que quand j'ai eu l'opportunité de faire le switch puis revenir puis une clean-up, genre, j'avais ça qui m'attendait déjà, tu sais. Fait que tout ce bagage-là de mon enfance, mon adolescence, même si j'ai commencé à consommer à 12-13, puis c'est là que les comportements à risque qui ont commencé à amplifier, mais il y avait quand même des belles expériences dans tout ça, puis j'ai pu y revenir plus tard à 26-27 ans, tu sais. Fait que c'est comme ça que j'ai fait le switch, tu sais. C'est comme ça, c'est grâce à ça que j'ai fait le switch. Ouais. Ben merci pour ton partage. C'est quoi la plus grande leçon, tu penses, que cette période-là de ta vie t'a amené entre 12 et 26 ans? De pas avoir peur de s'ouvrir et de demander de l'aide. Ouais. Ça, c'était un des plus gros morceaux. Tu sais, je pense que c'est assez commun, je le vois souvent aussi, là. Ouais, c'est ça. On a tellement l'impression que notre souffrance, c'est une partie de notre identité, puis il y a tellement de honte puis de culpabilité associée à ça. C'est si j'ouvre la porte là-dessus, qu'est-ce que les gens vont penser, tu sais? Fait que déjà, moi, mon negative self-talk, il me tape sa tête à la journée longue. Fait que là, je prendrai pas le risque de montrer cette partie-là de moi aux autres, tu comprends? Fait que c'est vraiment ça, c'est de plus avoir honte de ça. Tu sais, tu me l'as demandé avant d'être en onde, y a-tu des limites dans notre conversation? Moi, aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Je suis ultra transparent, tu sais. Puis c'est un choix que j'ai fait, que pas tous font quand ils deviennent clean ou sobres. Mais moi, je me suis mis dans cette position-là d'être un peu un phare pour ceux qui ont besoin de voir un message positif, d'une solution quelconque qui pourrait les amener à changer pour une meilleure version d'eux-mêmes, tu sais. Fait que, parce que moi, j'avais pas ça. Moi, ça a pris, c'est pas vrai. J'avais un petit peu ça, mais de 12 à 25, 26, fin 26, j'avais pas ça, là, tu sais. Fait que je me mets dans cette position-là aujourd'hui, d'être ouvert, vulnérable, de répondre à toutes les questions. Puis si je suis mal à l'aise ou je trouve que c'est pas pertinent, je le nomme, tu sais. Mais je garde absolument plus rien à l'intérieur. Tu sais. Ça fait 10 ans que je rencontre un mentor à toutes les semaines, que je fais des groupes d'entraide, d'alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, où est-ce qu'on parle de notre situation de vie. Fait que, tu sais, ça se voit, là. Une fois que je parle, là, ça ouvre, puis je peux parler de n'importe quoi, là. Fait que je suis vraiment pas gêné par rapport à tout ça. Non, c'est vraiment important. Puis je pense qu'on trouve une belle force dans la vulnérabilité. Tu sais, c'est juste que on n'est pas nécessairement dans une société qui met ça de l'avant. On n'apprend pas nécessairement à l'école comment parler de nos émotions avec vulnérabilité. Tu sais, moi c'était la même chose. On parle de santé mentale. J'ai eu des troubles alimentaires dans ma début vingtaine. La honte que j'avais parce que j'étais kinésiologue, athlète, je m'entraîne à fond, j'ai un background de patineuse artistique, mais je gérais
toute seule dans cette culpabilité, cette honte, ce découragement-là, ces troubles-là alimentaires qui, j'ai compris après quelques années que, ben, dans le fond, ça n'a rien à voir avec si j'ai pas de connaissances sur la nutrition, je travaille là-dedans, tu sais, c'est vraiment au niveau de la santé mentale, tu sais. Puis ça a pris quelques années avant que je partage mon histoire. Je me souviens, j'avais fait un long post sur Facebook, puis tu sais, le cœur me débattait parce que je me disais, aïe, et moi, je me sens prête à parler de ça publiquement, entre guillemets, pour la première fois. Mais comme tu disais, qu'est-ce que les gens vont penser? Ça fait-tu de moi une moins bonne coach? Est-ce que je vais avoir du jugement? Et au contraire, la réponse a tellement... Puis ça, c'est des choses qu'on le sait mentalement, là, jusqu'à temps qu'on le fasse pour de vrai. Mais la réponse a tellement été belle. Puis c'est ça, dans l'amour, puis dans la compassion. Puis j'ai reçu tellement de partages de femmes, de clientes, d'anciennes patineuses avec qui je patinais, qui ont dit hey, « moi aussi, je vis ça » ou « tu sais, moi aussi, I can relate » ou « I can resonate ». Fait que c'est ça, il y a une belle force puis un beau support dans le partage de vulnérabilité. Fait que, ouais, c'est important. Ouais, c'est intéressant ce que tu amènes. À l'école, on n'a pas tant accès à ça. Et c'est aussi pour ça que quand LIF, c'est ce qu'on amène dans les écoles. Tu sais, on fait des groupes de soutien pour les jeunes, on fait des groupes sur les saines habitudes, puis une grosse partie de ce qu'on fait, c'est s'adapter à ce qui arrive dans nos ateliers. On arrive avec un genre de thème, agenda de où est-ce qu'on veut les amener cette journée-là, puis il y a comme une suite logique de où est-ce qu'on part pendant semaine 1 jusqu'à semaine 8 ou 16 ou des fois même 36. Mais on laisse énormément de place à qu'est-ce qui émerge d'émerger puis de travailler avec ça justement là, tu sais, parce que on n'a pas tant accès encore aujourd'hui à l'école, tu sais. Puis il y a des raisons pour ça, tu sais. Il y a des raisons parce que faut apprendre certains sujets qui sont importants pour développer des parties de notre cerveau puis de nos capacités cognitives, tu sais. Il y a des moments d'être vulnérable, il y a des moments d'être concentré à faire des maths, tu sais. C'est ça. Exactement. Donc, 3 mois de thérapie, c'est le début de ton processus de devenir sobre, ton healing process. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme changement, peut-être justement au niveau de tes habitudes de vie, peut-être ton environnement? Qu'est-ce qui t'a aidé aussi à te sortir de ce cercle-là dans ta fin vingtaine? Dans ma fin vingtaine, qu'est-ce qui m'a fait? Tu sais, je disais tantôt, j'avais quand même un background, upbringing où est-ce que j'avais accès à beaucoup de richesses en termes d'expérience humaine, tu sais, fait que et d'exposition à différentes cultures. Fait que quand je suis sorti de thérapie, ou plutôt quand je suis arrivé en thérapie, ça a pris une couple de semaines de dégriser, mais je suis devenu ultra curieux. Comme quand j'étais enfant, puis tu sais, je le vois avec mon fils Noah James de 4 ans maintenant, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je suis redevenu comme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le Jonathan de 4 ans, tu sais. Fait que, mais maintenant, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi du intermittent fasting? C'est quoi ça? C'est quoi du jeûne? Il y a du monde qui peuvent jeûner 7 jours en buvant juste de l'eau, puis des électrodes. 21. C'est quoi des marathons? C'est quoi des arts martiaux? C'est quoi des ice baths? Tu sais, avant que le biohacking soit un thing, genre, j'étais comme en train déjà de devenir un super geek de biohacking. Fait que j'étais super intéressé par tout ça. Puis je me suis vraiment j'ai dive deep dans les genre saines habitudes de vie, tu sais. Fait que je suis vraiment devenu te donner un exemple du setup pendant 3 mois, là, je suis dans un vieux couvent de sœurs, dans un rang de campagne à Saint-Guillaume. C'est Nowhereland, là, tu sais, à côté d'une grosse église, en tout cas. Puis il y a un genre de vieux shack en arrière. Moi, j'arrive en février, fait qu'il fait vraiment fret, il neige encore, puis il y a un vieux shack en arrière où est-ce que c'était anciennement un setup de gym. Fait que là, je suis comme curieux, je m'en vais voir là, puis je me rends compte, c'est pas un gym, c'est genre des vieilles barres de fer avec une coupe de dumbbell ici, là, une coupe de temps, mais c'est nasty, là. Il y a du papier de toilette, il y a probablement du monde qui ont essayé de consommer là en cachette. Fait que je me suis fait comme mission de réaménager cet espace-là avec mon coloc, puis on a commencé à s'entraîner à tous les jours, on a commencé à faire attention à ce qu'on mangeait au centre de thérapie parce que c'est pas, ils ont un budget, puis ils ont besoin d'être économiques pour 50 personnes qui vont nourrir à tous les jours. Fait que c'est pas tout le temps top, la bouffe, mais il y a moyen de s'y faire quelque chose d'intéressant, tu sais. Fait que
Fait que j'ai commencé à lire des livres de fitness, j'ai commencé à lire des livres de nutrition, j'ai commencé à lire des trucs de motivation, des Robin Williams, Tony Robbins, Robin Williams, mais aussi son documentaire qui est mort de son addiction, mais du Brendan Burchard, tu name it, là, tu sais, comme que vraiment dive deep, Atomic Habits, Power of Habits, Charles Duhigg. Fait que je suis vraiment dive deep dans tout ça. Puis, j'ai commencé à vraiment voir une transformation puissante. Là, je me sentais fucking bien, comme je m'étais pas senti depuis longtemps, là, tu sais. C'est sûr que le contraste était fort de l'appart miteux avec les souris, puis pas de bouffe, puis partir sur des binges de 3 jours, pas dormir, juste drogue alcool, à maintenant, je mange genre 3 repas, 3 collations, je bois que de l'eau, puis je m'entraîne 2 fois par jour, une fois muscu, une fois cardio, puis je prends des douches froides. Là, tu comprends? Ah ouais, c'est un gros contraste. Je me sens comme un Superman, puis le contraste est énorme avec les autres patients dans le rehab aussi. Là, tu sais, je commence à me faire juger. Là. Je suis qui, moi? Là? Je me prends pour un Superman, un superhero. Puis ça m'a affecté pendant un petit bout, là, parce que je sentais vraiment un écart. Mais on s'est formé une petite clique, un petit tribe, puis ça a passé éventuellement, mais ça a créé des frictions avec d'autres résidents là-bas. Quand on a commencé à s'entraîner, puis vraiment être plus discipliné là, au niveau de notre santé. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait une déconnexion entre la santé mentale puis la santé physique. Je voyais des gens qui travaillaient vraiment fort pour lâcher prise sur des grosses blessures, de pardonner, de se pardonner, de changer complètement des perspectives sur des situations de vie difficiles qu'ils ont vécues, des enfances très difficiles, des traumas qui les habitaient énormément encore, mais qui travaillaient pas du tout sur leur corps. L'habitude de sommeil était complètement out of sync, tu sais. Quand on pense au rythme circadien, c'est complètement, oublie ça, là, tu sais. Après ça, la nutrition, ben, ça buvait souvent des boissons gazeuses plusieurs fois par jour, plus des cafés. Après ça, l'entraînement, oublie ça, il y avait une marche obligatoire à chaque jour. C'était à peu près 10 à 15 minutes, là. C'était dans un rang de campagne. La majorité fumait des clubs back-à-back puis allaient pas sur leur marche, là. Tu vois? Fait que c'est sûr qu'il y avait un contraste énorme avec, genre, le jeune de 27 ans qui est gung-ho puis neurohacking style, là, tu comprends? Mais je trouvais ça triste parce que, c'est une petite parenthèse, ma grand-mère est morte pendant que j'étais en thérapie. Je l'avais vue lors de ma sortie la semaine avant, puis elle est morte d'une surdose due à sa médication. Ma grand-mère était obèse morbide, puis bipolaire, puis probablement d'autres troubles de santé mentale, mais elle est morte d'une surdose. Puis c'est justement un exemple du contraste avec les autres résidents. Il y a une madame qui m'a envoyé promener parce que j'étais chef motivateur pendant un petit bout au rehab, tu peux imaginer. Fait que c'était moi qui étais responsable d'essayer de motiver les gens à participer aux activités. Puis la marche, mais cette madame-là, elle voulait pas participer à la marche. Puis je venais de perdre ma grand-mère, puis elle savait pas, ça faisait quelques jours. En fait, je pense que c'est la journée même que c'est arrivé. Puis elle m'a flip un bird, puis elle m'a envoyé promener là, comme j'avais pas eu depuis longtemps. Puis je suis devenu genre enragé là. J'essayais d'arracher la porte du rehab, etc. Fait que ça, c'était une situation qui est arrivée juste pour illustrer le contraste entre où est-ce que moi j'étais. Mais tu vois, vu que ça s'est remonté, j'étais comme, ok, tu sais, je suis pas tant Superman, là, tu sais. Il y a encore des choses à... je travaille trop mon corps et pas mon esprit en ce moment, tu sais. Fait que c'est là que je commençais à avoir vraiment le lien santé mentale, santé physique, puis le constat triste de, les institutions, ils ont du rattrapage à faire à ce niveau-là, tu sais. Fait que je suis allé dans cette direction-là, ça m'a vraiment fait un bon switch. Puis en sortant de thérapie, j'ai été inspiré par ma thérapeute moi-même pour devenir intervenant en toxico. Fait que je suis sorti de thérapie, puis j'ai fait un retour aux études. Essentiellement, j'étais à l'université en gestion hôtelière et de la restauration. Et j'ai fait des cours de sommellerie à l'ITHQ. C'est ça ma vie avant. Puis très, très, très bon des cours de sommellerie si t'es alcoolique. C'est assez intéressant. C'est ça, ouais. Ça doit. Tu me goûtes à beaucoup de vin. Puis tu recraches pas beaucoup. Bref, fait que je retourne à l'université après ma thérapie, puis en même temps, je me dis, je peux pas retourner en restauration, je me sens pas en sécurité là-bas, fait que je me dis, je vais aller faire Canadian Fitness Professionals, une certification qui est bien reconnue, ça va me permettre d'avoir mes pieds dans un gym, puis commencer à coacher. Je me ferai un peu d'argent en même temps que je fais mes études. Fait que je travaillais dans un gym à la Chine au Soccerplex, le Palestra.
C'est là où est-ce que les OG, la chinois, et même des grands athlètes qui s'entraînaient là-bas. Il y avait des joueurs, des alouettes qui venaient s'entraîner là. Bref. Fait que je travaille là. Puis le soir, ben, j'étudie à l'UDM en intervention, réadaptation, toxico. Fait que je travaille, j'étudie la santé mentale le soir, puis j'étudie la santé physique le jour, tu sais. Je travaille déjà, je fais mes premiers pas dans cette industrie-là. Je continue dans ce path-là, là, tu sais. C'est comme j'ai trouvé quelque chose en rehab, puis là, OK, il y a un filon ici, dehors, puis là, je vais aller exploiter ça le plus loin que je peux. Ouais. Fait que c'est ça. Je finis mes études. 1 an plus tard, je suis en train de travailler dans un rehab déjà. Je suis sorti, j'ai étudié, fini mes études, je travaille dans un rehab. Je travaille dans un rehab la fin de semaine de vendredi à dimanche, puis de lundi à vendredi, je travaille dans un gym sur le plateau Elite Coaching ici. Fait qu'encore, santé physique, santé mentale. Puis éventuellement, je travaille avec des adultes, la population adulte. C'est très différent être intervenant puis être résident. Là, c'était comme, tu sais, déjà le contraste que j'avais quand j'étais résident, là, c'est amplifié fois 1000 parce que là, je suis un intervenant. Fait que là, faut que je deal avec plus de résistance des résidents parce que ça peut être une menace potentielle pour eux, là, tu sais. Pourtant, je suis là pour les soutenir, pour les écouter, pour les accompagner, mais les gens qui vont en rehab sont tellement conditionnés à être dans le déni pendant longtemps que ça disparaît pas du jour au lendemain, tout ça, là, tu sais. Fait que ça a été une expérience très difficile. Le rehab est fermé aujourd'hui, plusieurs raisons, mais à ce moment-là, donner un exemple, je travaille toute seule pour 36 résidents toute la fin de semaine, du vendredi au dimanche. Ouais. Toute seule pour superviser tout le site, puis tous les résidents, puis toutes les opérations du vendredi au dimanche. Fait que tu peux imaginer le shit show que c'était. Il y avait beaucoup de fugitifs, puis il y avait beaucoup de gens qui se sauvaient, il y a beaucoup de monde qui... Ouais, c'est ça. On pourrait faire un podcast sur toutes les histoires, on n'aurait pas assez. Fait que ça se termine au rehab. Là, je suis en remise en question, qu'est-ce que je veux faire. J'ai une opportunité de travailler dans une école secondaire. Puis là, je suis comme, il y a quelque chose ici. Et pour revenir à ce qu'on discutait plutôt de la vulnérabilité et tout, ceci en est un bon exemple. J'ai mon entrevue avec l'école. Puis le directeur, il m'assoit, puis il regarde mon CV, puis les autres formulaires que je devais remplir, puis il y en a un sur les antécédents judiciaires. Puis là, j'ai dû écrire que j'avais encore non, c'était réglé ça. J'ai un passé de graffiti puis de vandalisme qui a été énorme dans ma vie. Puis ça m'a suivi après ma thérapie, il y avait des court cases et tout, puis j'ai dû écrire que j'avais eu des délits dans le passé. Donc là, il me pose des questions là-dessus. Puis, tu sais, c'est pas écrit que je suis allé en rehab, que j'ai été un gros bum pendant que, tu sais, je l'écris pas sur le formulaire, mais il me demande qu'est-ce qui est arrivé. Tu peux-tu me l'expliquer? Parce que c'est sûr que c'est un red flag si tu veux travailler avec une population vulnérable qui sont les adolescents. Je suis comme, fair enough. Puis, ouais, je suis 100% transparent avec mon histoire. Fait que voici. Ça va me suivre toute ma vie, ce moment-là, parce que le directeur, il a dit, that's who we're looking for right now. You're that guy. Puis là, j'étais comme, dans ma tête, je suis comme, soulagement. Fait que là, je savais que j'avais la job. Puis, ça a été mon début de travailler avec les adolescents c'était la place pour moi depuis le début. Vraiment, tu sais, je l'entendais souvent en thérapie comme résident et moi-même, mes premières consommations, c'est à l'adolescence. Mais tu sais, j'ai fumé mon premier joint à l'école, quand j'étais dans le cours d'école, j'ai vu les cools dans le coin, puis je me suis dit, ça a l'air le fun, ils ont l'air d'avoir du respect de leur père, ok, moi aussi, je veux un morceau de ça. C'est tellement commun comme histoire. C'est rarement, genre, j'ai vécu des traumatismes à mon enfance, puis j'étais pas capable de cope avec ça, puis j'ai commencé à consommer pour m'engourdir. T'sais. Oui, il y a de ça, mais les premières consommations, en majorité, c'est pour le plaisir. Là, fait que là, j'entendais tout le temps l'adolescence, je suis comme... Je pense que faudrait que je concentre mes efforts à l'adolescence, tu sais. Fait que ça a été mes premiers pas sur le terrain avec les adolescents et éventuellement quand Lift émerge de ça, tu sais. Je me rappelle même plus de la question, je suis parti un peu loin. Non, mais ça nous donne vraiment un beau portrait chronologique, tu sais, de ton cheminement. Puis,
j'aime le concept, tu sais, de contraste, moi, dans la vie, là. Tu sais, des fois, on est comme, je pense à travers un mauvais moment ou un moment difficile. Ouais, mais ça peut juste donner une opportunité de, voir le contraste quand t'as des meilleurs moments ou des moments plus faciles, puis d'apprécier le journey, justement, parce que chaque étape t'amène à apprendre des leçons, à guérir des choses, tu sais, à t'entourer des personnes, à trouver des stratégies, à changer des habitudes de vie, puis c'est tout ça qu'on met dans notre coffre à outils, puis dans notre sac à dos, tu sais, de tools pour continuer à aller de l'avant, puis s'aider, mais aussi éventuellement aider les autres. Fait que non, c'est vraiment merci pour ton partage. Fait que quand Lift est né de ça, parle-nous des débuts. C'était quoi ta mission avec ça? Tu t'es entouré, je crois, évidemment, je pense rapidement, là, tu sais, de quelques personnes. L'équipe a grandi. Fait que ça ressemble à quoi aujourd'hui? Ça a été quoi la croissance de tout ça, votre mission, vos valeurs? Ça a commencé avec l'idée d'accompagner des jeunes que j'accompagnais déjà dans les écoles. Okay. L'été, je les perdais de vue, puis souvent, ces jeunes-là retournaient à une situation dysfonctionnelle à la maison, puis pas pour mettre la faute sur le dos des parents, tu sais, c'était des situations difficiles pour tout le monde. Puis je me suis dit, ça serait bien que je mette quelque chose en place l'été. De toute façon, je travaille pas l'été à cause que l'école est terminée. Puis je travaillais encore dans un gym. Je travaillais dans l'école et dans un gym. Fait j'ai tout le temps eu genre un side hustle pour, tu sais, on fait souvent ça, les travailleurs autonomes au début, là. Fait que, jusqu'à temps que ça lift off. Bref. Fait que là, je me suis dit, ça serait bien j'ai plein de monde de fitness puis de wellness puis dans plein de sphères différentes. J'ai du monde en méditation, mindfulness. J'ai du monde qui sont plus thérapeutes, criminaux, trauma, intervenants, travailleurs sociaux. J'ai des nutritionnistes. J'ai des kin, j'ai des ostéos, la liste continue, tu sais. Fait que j'étais comme, pourquoi je commence pas à solliciter mon réseau pour créer un groupe? Puis je suis certain qu'il y en a qui sont like-minded, qui ont la même vision des choses, puis qui aimeraient contribuer à la vie des jeunes, tu sais. Fait que c'est ça l'idée au début, de faire un wellness camp pour accompagner les jeunes que j'accompagnais déjà. Puis c'était un morceau qui était vraiment important, ça, pour moi, parce que je voulais pas juste faire une expérience de X nombre de temps l'été, puis good luck, là. Non, tu t'accompagnes avant, j'ai un bon portrait de la situation, puis là, on va faire un intensif ensemble, là, avec tous les outils qui vont être à ta disposition. Puis après ça, on va continuer de t'accompagner après pour être sûr qu'on continue de cultiver dans la bonne direction tout ça, là, tu sais. Fait que ça a été ça l'idée de Camp Lift. C'est pour ça que ça s'appelle Camp Lift, parce que c'était un camp d'été au début. Fait que ça a commencé avec que 6 jeunes, puis ça a été tellement enrichissant pour les jeunes et puissant pour pas seulement les jeunes, mais aussi les bénévoles experts qui étaient présents, que je me rappellerai toujours mon co-directeur Elvis, qui est un bon ami maintenant. Lui, il était avocat. OK. Il était sur un journey de transformation professionnelle et personnelle aussi, là. Il y avait un gros... il a été en Inde, il a été introduit à la méditation. Après ça, il voulait étudier plus profondément c'était quoi le mindfulness, la pleine conscience qu'on appelle présence attentive aujourd'hui. Il est allé à l'Université de Massachusetts étudier avec John Kabat-Zinn, qui est comme le forefather américain du mindfulness, puis il a fait une certification. Bref, il était en transformation, lui aussi, en réflexion de pivoter dans sa vie. Puis il m'a dit, à un moment donné, durant le camp, il y a des gens qui sont payés pour faire ça dans la vie. J'étais comme, hell yeah, man! Fait que ça a été comme un awakening pour lui, où est-ce que, tu sais, je pense que c'est après cet été-là, il a lâché sa job d'avocat dans un gros cabinet Statement ici à Montréal. Tu sais, tu continues dans cette direction-là, t'es 7, là, tu sais. Mais lui, il voyait que c'était pas un fit pour lui, que ça allait éventuellement l'amener dans un dead end. Puis, fait qu'il a décidé de lâcher sa job après le camp d'été. Ouais, fait que ça, c'est une petite parenthèse, mais fait que ça a tellement été puissant comme expérience qu'on a décidé, ça ne sera pas seulement ça. De toute façon, moi, je travaille durant l'année scolaire avec ces jeunes-là. Fait que faisons un camp d'hiver, parce qu'il y a un gros break scolaire pendant le camp pendant les 2 semaines de vacances d'hiver. Fait qu'on a fait ça. Fait qu'au début, c'était camp d'hiver, camp d'été. Camp d'hiver, camp d'été. Puis on a fait ça pendant un petit bout. Et éventuellement, c'est sûr qu'on a besoin de faire du fundraising et tout. Fait que là, il fallait faire des événements bénéfices pour lever les fonds parce que j'ai pas d'argent, moi, pour payer les milliers de dollars que ça demande faire un camp, là, tu sais. Parce que tout était gratuit et, tout est toujours gratuit depuis le début pour les jeunes et leurs familles, là, tu sais. Fait que éventuellement, tu sais, ça prend de l'ampleur. Tu fais des événements bénéfices. Il y a des gens qui entendent des échos, qui s'intéressent. Il y a des organismes communautaires qui cherchent des plus petits joueurs pour financer, pour livrer les services sur le terrain. Fait que là,
Éventuellement, je me rends compte que mes études en intervention, c'est bien, mais il faudrait peut-être que j'aille étudier dans quelque chose plus de gestion et tout. Fait que je retourne à l'Université de Montréal en gestion philanthropique, qui est destinée pour développer des compétences de gestionnaire pour envers la levée de fonds, là, le côté plus financier. Ouais. Mais moi, j'y allais vraiment, tu sais, mode entrepreneurial. Là. Je m'en vais chercher de l'information que j'ai besoin. Je suis déjà sur le terrain en train d'exécuter, puis là, j'ai besoin de perfectionner des outils, tu sais. Puis c'est une autre parenthèse, une de mes profs a dit à Elvis, justement, il y a quelques mois, je pense, parce qu'elle a travaillé comme consultante pour nous. Puis elle a dit, dans toutes mes cohortes d'élèves, Jonathan, c'est le seul qui a vraiment parti un projet puis qui a eu du succès. Fait que j'étais comme, yes! Ah, merci de dire ça à Elvis. Ouais, c'est ça. J'essaie de dire depuis le début. Fait que c'est ça, ça a pris de l'ampleur. Puis éventuellement, les écoles ont demandé de recevoir des services eux aussi dans leur école. Puis Elvis, qui est prof universitaire maintenant, qui est très, très méthodique, très cartésien, tu sais. Moi, je suis très visionnaire, je suis très, comment dire, créatif, je suis créatif, je suis très motivé, driven, tu sais. Lui aussi, mais d'une manière différente, puis il est plus analytique, il est plus réfléchi, il est aussi expert en mindfulness, là, fait qu'il prend le temps de vraiment analyser l'information, puis de laisser les choses émerger, puis après ça, de choisir bref. Fait que c'est un très bon mix, mais lui a créé un programme de 8 semaines au début pour pouvoir scaler, justement. On pourrait trainer des intervenantes pour les former puis les déployer dans les écoles. Et c'est ce qu'on a fait au début. Fait qu'il y avait des camps, puis après ça, il y a des programmes scolaires entre les camps. Puis le prérequis pour venir au camp, il fallait que tu fasses partie de nos programmes scolaires. OK. Fait que pour te donner, tu sais, revenir le growth et tout, pour te donner une perspective de ça, on a commencé en 2016, officiellement enregistré janvier 2016. Le premier cas, c'est en 2015. Mais officiellement 2016, fait qu'on dit, ce que je dis souvent, c'est on avait 6 jeunes dans notre premier camp d'été. Puis l'année dernière, on a fait plus de 8764 jeunes participants dans toutes nos activités confondues. Fait que ça veut dire les ateliers dans les écoles et les camps et plus encore, là, parce que là, c'est un déploiement massif, là, tu sais. On a un staff temps plein, on a qui sont salariés, on a 22 écoles qu'on dessert, on a des projets autres, tu sais. Puis justement, on rentrera là-dedans, là, parce que la collaboration en ce moment avec Armakin, c'est pour aider le financement du nouveau projet de cet été, là, tu sais. Puis on avait aussi discuté de venir leader bootcamp pour les jeunes, là. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, vraiment. Félicitations pour cette croissance, puis de pas avoir perdu justement de vue la vision. Hein, parce que des fois, justement, on a des grandes idées, des grandes ambitions, mais de les actualiser sur le terrain, d'avoir les gens qui croient en notre projet aussi, d'avoir ce bouche-oreille-là, que ça commence à se parler puis à émerger, puis de trouver les opportunités de faire des tests à plus petite échelle, puis après ça, de grossir tranquillement, mais sûrement. C'est ça, c'est un beau modèle d'entrepreneuriat, mais évidemment, mais aussi, encore une fois, de redonner à la cause là, de façon exponentielle à chaque année. Fait que là, c'est ça. Parlons-en du camp urbain. Bon, c'est drôle parce que ça a commencé avec un camp d'été. Et là, cette année, vous ramenez un projet, c'est ça, d'envergure pour un projet pilote, un camp d'été. Parce que comme tu le disais, puis comme tu m'avais bien expliqué aussi la première fois qu'on s'était parlé de ça, ben c'est ça. Durant l'école, ça va, les jeunes, ils ont une place à aller, sont semi-encadrés, ça va bien, mais après ça, l'été, souvent, ils sont laissés un peu à eux-mêmes. Les comportements, justement, de consommation augmentent. Il y a des enfants qui sont remis dans des familles un peu plus dysfonctionnelles, tout ça. Donc, vous, votre objectif, c'est aussi, encore une fois, d'offrir un lieu, là, un safe space pour que les jeunes puissent continuer à travailler leurs habitudes de vie, à connecter ensemble, à être vulnérables, à partager. Fait que parle-nous du projet là, de cet été camp urbain. Oui, merci. Puis tu l'as nommé aussi que les comportements à risque amplifient l'été. C'est ce qu'on voyait depuis le début, tu sais. Comportements à risque, on parle de consommation, drogue, alcool, mais aussi des comportements plus délinquants, vol, agression, etc., etc. Fait que on a trouvé des études pour nous soutenir aussi là-dedans parce que on le disait, on le voyait, mais il y a aussi des études qui le constatent que justement, oui, les jeunes adolescents durant l'été, c'est pas tout le temps une vacance où est-ce que c'est du repos et du plaisir. Là, pour plusieurs, c'est en fait une période qui est encore plus difficile que l'année scolaire parce qu'il n'y a plus d'encadrement, il n'y a plus de soutien. Tous les services que les jeunes reçoivent de septembre
à mai, parce que juin, on ne calculera pas, là, c'est que des examens, là, il y a encore des services, mais c'est concentration académique, là. Bref, il n'y a plus de ça l'été. Fait que ça tombe sur qui, toutes ces responsabilités-là? Ben, sur les parents. Évidemment, c'est leur responsabilité aussi, mais les parents, ils travaillent. Les parents ont leur routine de vie. Les parents sont habitués aussi d'avoir des intervenants, des experts pour intervenir dans des situations, et non eux. Fait que ça met énormément de stress sur les jeunes, sur les familles. Puis, ben, nous, on avait une activité qui est camp libre d'été en août, mais il y avait un gap de service fin juin à juillet au complet, où est-ce qu'on n'avait rien en place. Puis depuis longtemps, je pense à ça, c'est mon bébé, là, le camp urbain, comme la plupart des projets, là, mais mon co-directeur puis le CA, c'est tout un peu drôle, là, parce que j'amène souvent des nouveaux projets, puis eux autres, ils essaient de tirer la couverture du bord de « Non, faut consolider, pour ralentir. » Là, je suis comme « Non, le besoin n'est pas comblé. » Bref, le camp urbain, en fait, c'est de faire un camp de jour pour ados de 12 à 17. Il n'y en a pas. Il n'y a pas vraiment de service gratuit pour les 12 à 17, encore moins des services wellness. Tu sais, si tu veux participer à un programme au centre X ou au centre Y, que je ne nommerai pas, c'est un 200, 500 piastres des fois pour une semaine d'activité. Fait que, encore là, tu sais, on trouvait qu'il y avait un non-sens à tout ça. Fait qu'on voulait offrir une expérience gratuite pendant tout le mois de juillet, 3 jours par semaine pour les jeunes qui sont intéressés par l'activité. On force jamais les jeunes à participer à quoi que ce soit avec nous. Donc, ceux qui sont motivés. Évidemment, on a un gros bassin de jeunes qu'on sollicite parce qu'on est en pleine école. Mais bref, un camp de jour pour les 12 à 17, gratuit, puis basé sur les principes de l'IF, là, santé mentale, santé physique. Des journées entièrement dédiées au wellness, au bien-être, qu'on dit en français, de pratiquer de la méditation, de participer à des discussions sur des sujets comme gestion de stress, de donner des outils, les mettre en pratique, d'avoir des mentors avec qui faire des one-on-one puis continuer ces conversations-là si on est intéressé, ou d'avoir quelqu'un qui peut check-in si on se sent down, d'avoir du soutien. D'avoir des activités physiques à tous les jours et plusieurs fois par jour. On sait qu'à l'adolescence, c'est 1 heure d'activité modérée à intense par jour qui est recommandée. Le pourcentage est catastrophique en ce moment-là, tu sais. Il n'y a pas d'écran, pas de cellulaire à tous nos camps. Ils savent avant de rentrer dans l'expérience. Fait qu'on diminue l'exposition à les écrans, on augmente l'exposition à des pairs positifs, on crée des moments positifs pour eux. Puis, tu sais, une panoplie d'activités physiques différentes. Tu sais, pas juste d'aller faire du conditionnement physique en salle d'entraînement, mais aussi faire du jiu-jitsu, faire de la boxe, faire de l'escalade, faire de la randonnée en montagne au Mont-Royal. Il y en a qui ont jamais été au Mont-Royal, tu sais. De faire des ateliers de cuisine avec des chefs, nutritionnistes, etc. Fait encore le même principe qu'on avait parti le camp livre d'été en août. C'est le même principe, mais en formule camp de jour. Le seul truc qui est vraiment cool que je trouve, moi, qui distingue vraiment le camp urbain de toute autre expérience sur l'île de Montréal, c'est que le camp urbain, en fait, on garde l'école ouverte l'été. On fait le camp urbain dans une école. Fait imagine, on est en train de transformer un lieu qui a quand même un peu de stigma attaché à, tu sais, c'est l'école. L'école, mais non, on rend l'école fucking nice, là, tu comprends? Excuse-moi le langage, mais je trouve ça vraiment cool de transformer l'école dans un milieu de vie où est-ce qu'il y a beaucoup plus que juste le volet académique. Et c'est quelque chose qu'on aimerait on veut continuer à amplifier cette vibe-là à travers l'année. Très cool. C'est ça le camp urbain. On est vraiment excités. C'est la première fois qu'on le fait. Puis justement, ben, on commence des projets. Faut le kickstart, puis il faut trouver le financement un peu à notre manière. Tu sais, j'ai appliqué pour des subventions. J'ai appliqué pour des 50 000, 75 000, mais malheureusement, on n'a pas eu une réponse favorable. Fait que plan B, on fundraise nous-mêmes. Tu sais. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui nous distingue comme organisme communautaire, c'est we make it happen no matter what. Tu sais. Ça, c'est vraiment depuis le début. On n'était pas salariés pendant des années, nous autres. Là. On était bénévoles, puis on faisait ça. Puis c'est pour ça, je pense aujourd'hui que ça fonctionne bien aussi. C'est vraiment, c'est un projet de cœur. Là. Ça venait on veut contribuer, on veut être de service là où est-ce qu'on peut et là où est-ce qu'on est reçu aussi. On veut pas forcer quoi que ce soit. On est en collaboration avec les gens. On veut pas te piler ses pieds. On veut pas voler un territoire. On veut pas voler ton financement. On veut vous aider. C'est ça. Fait que ça, c'est un nouveau truc. Puis le camp urbain n'existe pas encore, puis on est en train d'ouvrir la porte à des collaborations avec d'autres organismes communautaires. Envoyez-nous vos jeunes.
Tu sais. Venez avec votre staff. Parce que l'été aussi, il faut que tu saches, d'un point de vue plus, gestion et tout. Tu sais, le réseau scolaire, tout le monde qui travaille dans le réseau scolaire, l'été, c'est un long break, là, tu sais. Les profs, c'est pas si pire parce que leur salaire, s'ils sont en temps plein, là, parce que s'ils sont à contrat, je pense que c'est différent. Leur salaire est distribué sur une période de 12 mois. Fait que l'été, ils ont encore leur paye. Mais le reste du monde, c'est sur le chômage avec 55% de ton salaire pendant 3 mois, là, à peu près, ou 2 mois. C'est quand même un gros hit, là, tu sais. Ça fait une différence. Nous autres, on veut garder notre staff leur donner quelque chose à faire, quelque chose, pas juste à faire pour faire quelque chose, mais quelque chose d'enrichissant, quelque chose de rewarding, quelque chose qui est aligné avec ce qu'ils font déjà. Fait que ça fait du sens aussi pour nous comme organisation de garder nos opérations ouvertes tout au long de l'année, là, tu sais. Ah non, j'adore ça. C'est des gens qui écoutent en ce moment, qui veulent venir au bootcamp, comme je parlais dans l'introduction. Ben, ça va avoir lieu, c'est ça, samedi le 10 juin. Mais sinon, vous pouvez faire un don là, directement sur votre page de socio-financement que je vais partager dans la description du podcast, que j'ai mis sur mes réseaux sociaux aussi. Si vous voulez contribuer d'une autre façon aussi, tu sais, Jonathan, t'es super ouvert à justement créer des partenariats dans la région de Montréal. Là, donc, n'hésitez pas, j'imagine, à te contacter pour ça. Partout au Québec, en fait, même au Canada, tu sais. On reçoit du soutien en ce moment d'un organisme en Ontario, tu sais. Génial. C'est ça. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à vos idées, à votre créativité. Cognez à notre porte, la porte est toujours ouverte. Génial. Ben, merci pour ce que tu fais, Jonathan. Merci d'avoir pris le temps de jaser de ton parcours puis de ta mission avec nous aujourd'hui. J'aurais 2 dernières questions pour toi avant qu'on wrap up la fin du podcast. La première question, c'est, tu as 2 jeunes garçons. Qu'est-ce que tu veux leur transmettre ou leur apprendre le plus quand ils vont être dans cette période-là là, de 12 à 17 ans? Oh, grosse question. Ah ouais, on finit deep, là, on finit deep. Tu l'avais-tu préparé, cette question-là, ou c'est venu spontané? Non, ça m'est venu spontané quand tu parlais. Ouais. Bonne question. Qu'est-ce que je voudrais leur transmettre? Ça revient à ce que je disais tantôt, là. C'est de pas avoir peur de s'ouvrir puis de demander de l'aide, là, C'est ça que j'aimerais leur transmettre, mais it encompasses much more. Ça regroupe beaucoup plus que ça, là. C'est carry pas ton shame, ton guilt, là, tu sais. Partage-le. Exact. Ouvre-toi. Ouais. Génial. Et ma dernière question est un peu plus légère. C'est une question que je pose à toutes mes invités en fin de conversation awesome. Est-ce que tu as une citation, un mantra préféré? Ça serait lequel et pourquoi? Tu me mets sur le spotlight, là. C'est ce qui vient spontanément, puis c'est un peu spécial que ça remonte en ce moment, c'est make it happen. Je l'ai dit plus tôt aussi. Mais dans la restauration, j'ai travaillé, j'ai un background, j'ai des origines italiennes, puis j'ai travaillé beaucoup sur le côté italien de la restauration, puis beaucoup de shady character, des gens qui, mais des très belles années d'expérience. Bref, plusieurs d'entre eux, c'était comme make it happen, tu sais, ils me répétaient ça, make it happen. Des requêtes complètement déraisonnables, genre fin de soirée, 2h du matin, Rihanna demande un poulet barbecue, puis dans un resto italien sur le plateau, comme make it happen. OK. Fait que, tu sais, ça a cultivé une genre de capacité d'exécuter rapidement, puis d'être créatif, puis problem solving, même s'il y avait de la déchéance puis de la destruction avec la consommation et tout. Il y a quand même ce skill-là qui a été développé pendant ces années-là de make it happen. Tu sais, c'est oui, chef, make it happen. Fait que je suis capable de recevoir des instructions puis les mettre en exécution, puis j'aime ça, recevoir une confiance aussi à travers ça, d'avoir une certaine latitude dans qu'est-ce que je peux faire, prendre comme action pour make it happen, justement, là, tu sais. Fait que, il fallait que je donne une explication, sinon j'ai l'air d'un douchebag, là, avec mon Ben non, mais pas du tout. Comme like, just do it, make it happen. Mais c'est ça. Mais ça te sert beaucoup aujourd'hui. On le voit, on l'entend. Puis le camp urbain, je sais que you're gonna make it happen. Puis je suis reconnaissante de pouvoir contribuer un peu à ma façon. Fait que merci encore, Jonathan. On va continuer à suivre là, tous ces beaux projets dans le futur. Yes, c'est juste le début, Claudia. Yes. C'est juste le début. Merci beaucoup. Ça a été vraiment une belle rencontre puis discussion. Merci pour tes questions. Oui, avec plaisir. Merci à toi. À bientôt. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.
Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.